Puis parce que, évidemment, l'enquête... Bon, alors, manque parce que, évidemment, l'enquête... Bon, alors, manque de bol, il tue un pompiste qui est père de 4 enfants, qui est ancien déporté ou je ne sais quoi. À chaque coup, le qu'on déquille ce genre de personnage, il a toujours 6 enfants et 3 fois la croix de guerre. Manque de bol, je dis, pour le criminel. Bon, enfin, tant pis pour lui. Mais là... la police cherchera, mais ne trouvera pas. C'est Bill qui lui-même avouera ce meurtre et on sera content. Enfin, il va se vanter de ce meurtre. Il va s'en glorifier. Puis alors après, il lui arrive une histoire, alors là, qui est assez intéressante parce que je pense qu'il y a 2 versions. Et Bill devient intéressant un peu à ce moment-là parce que il va s'apparenter à un personnage de roman qui est le héros. Je crois que ce héros s'appelle Franck, de La neige était sale de Siménon. Il y a une espèce de quête comme ça de la mort et de quelque chose d'irréversible qui va naître en lui, enfin peut-être au début à son insu. Alors en fréquentant ce monde de Pigalle, bon, les voyous qui sont autour bon, se disent qu'est-ce que c'est que ce mec, c'est un bidon, on essaye de, on doit le coincer dans des parties de cartes, tout ça se passe comme ça. Et puis, attention, pour que Bill soit un homme, il faut qu'il ait une femme. Et il va rencontrer une fille qui est entraîneuse, on dit entraîneuse, prostituée, enfin, peu importe, qui s'appelle Dominique Tirel. Et cette Dominique Tirel va lui tomber dans les bras, va devenir sa maîtresse. Et là, la version officielle, la version qui sera donnée au procès, sera la suivante, c'est que Bill veut l'obliger à se prostituer pour lui, qu'elle est rétive à cela, que c'est une fille qui a beaucoup de caractère, on le sait, c'est une fille qui se laisse pas faire, et que Bill va l'entraîner vers son destin, vers la mort, parce qu'elle n'a pas voulu lui obéir. Alors là, il a joué aussi l'homme. Bon, alors ça, c'est une version. Alors, il y a une autre version qui me semble, celle-là, plus probable, mais qui n'a pas été celle qui a été jugée, qui serait, dans une petite mesure, une sorte de circonstance atténuante pour Bill. C'est qu'il tombe dans un piège, à mon avis, Bill. Dominique Tirel est avec un voyou, elle a un mec. Ce mec s'appelle Stenlow. Je ne dis pas son nom, bon, son prénom. Bon. Et ce voyou... il va monter un coup pour essayer de soutirer du fric à Bill. Parce que comme on sait que Bill est de bonne famille, vous parlez, on s'est renseigné, on sait très bien qu'il n'a aucune ressource qui puisse venir de coups qu'il a racontés. Parce qu'il partout où il est passé, il a raconté des histoires. Il s'est fabriqué une vie de truand qui n'existe pas. Mais ça ne tient pas auprès des vrais. Bon. Alors on sait que c'est un fils de famille, on sait qu'il y a des cas comme ça de fils de famille qui arrivent dans ce genre de piège. Et on va lui mettre une fille entre les mains. La fille, c'est Dominique. Et Dominique est complice de son Jules. Et un beau jour, alors elle dit, je vais être ta femme, je suis ta femme. Et elle lui donne peut-être de l'argent. Alors il est ravi, il est au comble du bonheur. Tout d'un coup, il a tout l'attirail, il a le chapeau, il a la tire, il a les pompes, et puis il a la gonzesse en plus. Voilà, il est un homme. Mais, boum, on le coince et on le met à l'amende, qui est une pratique qui se fait dans le milieu. On le met à l'amende parce qu'il a pris la femme d'un homme. Alors ça peut être très grave, il peut s'en prendre une dans la tête. Alors on lui dit non, bien sûr. C'est le milieu, dans les années 1900, toutes ces histoires entre truands se réglaient au couteau et par la mort, quand un truand avait pris la femme d'un autre. Tandis qu'on s'est embourgeoisé et il y a l'amende. Alors l'amende, on lui demande une somme, peut-être 5 briques. Bon. Et là, après ce que je pense, hein, et j'ai eu quelques indications pour étayer un peu sérieusement ce que je vous raconte. Il comprend, il n'est pas si bête quand même, ce Bill. Il comprend qu'on lui a tendu un piège et que Dominique est complice.
Alors vous voyez dans quel état d'esprit il peut se trouver. Il a joué l'homme, il avait une femme, tout allait bien. Tout d'un coup, il comprend qu'il est le jouet du milieu et qu'il est le jouet de cette femme. Alors il va faire ce qui suit, il va l'emmener en belle. Et là, dans sa tête, c'est de dire au milieu, vous allez voir ce dont M. Bill est capable. Alors vous savez que certaines filles qui ont des problèmes avec le milieu peuvent se retrouver, ça arrive souvent dans l'arrière-pays sur la côte, de retrouver une prostituée qui a été brûlée, arrosée d'essence, et puis voilà, elle avait balancé quelqu'un, donc on la liquide de cette façon. Alors là, Bill va emmener Dominique Tirel dans la forêt de Fontainebleau. Alors sans doute qu'il fait semblant d'entrer dans son jeu, parce qu'on ne voit pas bien s'il y avait eu un conflit très violent entre eux auparavant. Pourquoi elle aurait été se promener dans les bois comme ça pour cueillir les pâquerettes, puisque l'ambiance n'y était pas. Tandis que si lui feint d'ignorer que elle est complice avec les gens qui l'ont mis à l'amende, il l'emmène se balader. Et là, tout d'un coup, alors il va le raconter avec force détail, il a fait sortir de la voiture, alors ça se passe en 1959, ça, et il lui tire d'abord 2 ou 3 balles de revolver. Elle essaie de fuir, elle est blessée, il la rattrape. Là, il va chercher un bidon d'essence, enfin, elle est tombée, les blessures l'ont mis à terre. Il va chercher un bidon d'essence, elle est déjà presque évanouie, mais il l'arrose d'essence et l'essence la réveille, il le dira. Le froid de l'essence la réveille, c'est dans la nuit. Et il arrose d'essence, il jette un papier enflammé et Dominique Tirel brûle. C'est vraiment la traduction abominable. Ah ben il fait un crime comme on le fait dans certains romans d'Adlai Chaise, et puis la fille, la pute qui est brûlée vive, enfin ou vive ou morte, pour pas qu'on puisse l'identifier dans un bois, c'est tout à fait classique dans les affaires du milieu. Alors là, il est complètement dans le schéma de sa mythologie. Bon, et puis il revient. Alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Voilà, il revient, et là, alors évidemment, il y a le double chez Bill. Il y a le double, c'est qu'il a sa fiancée, il y a Nadine. Alors Nadine, cette petite coiffeuse, et il va la retrouver. Il va la retrouver et il va lui avouer son crime. Il lui dit, voilà, j'ai été obligé de tuer une femme. Il ne lui donne pas d'explication, il joue quand même un petit peu à l'homme avec elle. Elle est très subjuguée par ce garçon, parce que c'est un fils de bonne famille. Pour elle, qui est la fille d'une concierge, c'est quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, elle va pendant un certain temps lui servir d'alibi. Il lui dit de dire que Bill a passé la nuit avec elle. Cette petite Nadine va faire très vite les titres des journaux, comme France Soir, où Lucien Pichon était le reporter vedette du fait divers. Pour lui, c'est le début de l'affaire Rapin. Écoutez, ça commence effectivement par la découverte du corps de Dominique Tirel, la victime, qu'on avait trouvée morte d'une façon d'ailleurs épouvantable dans la forêt de Fontainebleau, brûlée pratiquement vive, avec des bidons d'essence renversés. C'était vraiment une mort atroce. Et on a commencé, l'enquête était très intéressante. On a su effectivement que c'était une petite prostituée, on a dit une entraîneuse. Enfin, en vérité, elle était prostituée. Et on est arrivé après à Rapin. Une belle enquête, nous dit le commissaire de la rue. Ah, superbe. Menée d'une manière absolument classique, tout à fait traditionnelle, en utilisant la technique, la logique, la réflexion. C'est une enquête tout à fait modèle. Parce que, d'abord, les fonctionnaires de police de l'identité judiciaire de Versailles, c'est le groupe de Seine-et-Marne qui est dirigé à ce moment-là par Jean-Marie Chaumeil, vont, à partir des restes de vêtements, le cadavre a brûlé, il a raccourci de 10 cm. On va rétablir le médecin légiste sa taille normale, l'âge de la victime, toutes sortes de choses. Bon. Le fait que ce n'est pas un crime sexuel, elle n'a pas été violée. On va établir l'identité. Il y a un petit morceau également de marque dans une chaussure qui n'a pas complètement brûlé. On va retrouver le fabricant de chaussures. Il y a un seul magasin de la rue du Perret qui a vendu 2 paires de chaussures. Enfin bon, on l'identifie. Un certain nombre de témoins donnent des numéros de voiture. Donnent le numéro de sa voiture. C'est un numéro inexact. Mais à partir de ce numéro inexact et du type de la voiture, qui doit être une Dauphine si ma mémoire est bonne, on
on fait des séries tout autour, n'est-ce pas, en changeant à chaque fois un numéro, et on retrouve la voiture qui est garée devant chez les parents, et puis on va récupérer des armes assez rapidement. Il passe des aveux très complets, très détaillés. Il envoie même un mot de félicitation manuscrit au commissaire Chaumeil pour lui le féliciter d'avoir bien fait son travail, et commence alors là toute cette bravade, parce que tout ça ce sont des bravades, n'est-ce pas? Ça, c'est une déclaration qu'il a fait pratiquement devant moi, cette déclaration-là. On était dans les locaux de la brigade mobile, et il disait textuellement, moi quand j'ai un revolver, je me sens un autre homme. Dans ses bravades, il a fait quelque chose de très grave aussi. Il a, pour narguer le fonctionnaire de police qui l'interroge, il a révélé tout d'un coup au gardien de prison qu'il est l'assassin d'un pompiste, M. Adam, qui était abattu sans aucun mobile, car l'assassin du pompiste n'a volé ni la caisse, ni même la sacoche, ni même la dernière recette qui est encore inscrite au compteur quand on le découvre. Cet homme est marié, il a des enfants, et on ne sait pas pourquoi il était abattu. Il explique que c'est lui qui l'a tué parce qu'il aurait été grossier avec lui, ou tout au moins pas assez aimable. Bref, ça fait partie de la figure du dur. Et il donne des détails. Il se vante de crimes qu'il n'a pas commis. Et alors ensuite, en prison, il va raconter au juge d'instruction qu'il est l'auteur de 11 assassinats commis un peu partout à travers la France, et qui sont tous totalement imaginaires. Alors là, s'agit-il de vantardise? Veut-il gagner du temps en prolongeant l'instruction à perte de vue? Parce qu'à chaque fois, commission rogatoire, déplacement de la police et des juges locaux, etc., recherche. Par exemple, il prétend qu'il a tué un homme qu'il est allé jeter dans le port de Deauville. Il y en a un autre, c'est à Marseille. Enfin, c'est une enquête qui coûte très cher. À chaque fois, on démontre que c'est ridicule. C'est son côté mythomane. Les vérifications pour plusieurs ont prouvé que ça ne pouvait pas être lui, à cause des dates ou à cause d'autres éléments. Alors, il racontait des crimes qu'il avait lus dans les journaux, ce qui prouve, comme disait Coudard, que l'influence des journaux, de la télévision, des romans policiers sur ce type pas très bien équilibré. Puis tout d'un coup, il va se rendre compte qu'il est en train d'aller porter sa tête non plus à Desblair, mais à Desfourneaux, successeur de Desblair et beau-frère. Et tout d'un coup, au dernier moment, il change d'avis. Alors il va se mettre à inventer un personnage, Monsieur Robert, dont il n'aurait été que le spectateur épouvanté. Et il va jouer, alors, tout d'un coup, au truand qui bat à Niort, c'est-à-dire qui nie, contre toute évidence, de façon à s'en sortir. Et il va un peu y croire à cette histoire cousue de fil blanc qui ne tient pas aux yeux de la justice, qui ne tient pas aux yeux des avocats. Et quand il va être aux assises, sa défense, à lui, va être encore de raconter ce bobard et de dire mais je suis simplement un spectateur d'une affaire atroce, c'est vrai, et il y a un certain Monsieur Robert. Il y croit tellement que on pourra lire, avant qu'il passe aux assises, une lettre qu'il envoie à Nadine, parce qu'il est important de savoir que pendant tout ce temps, évidemment, il a renoué avec Nadine d'une façon épistolaire, il est à la santé, et il lui écrit des lettres enflammées. Mais il est devenu un peu inconscient parce qu'il s'imagine que son histoire de Monsieur Robert et tout ce qu'il raconte, ça va lui permettre d'être acquitté. Alors il écrit ceci à Nadine. « Je vais être jugé. Tu viendras aux assises. Je verrai ton doux visage dont l'image ne quitte pas mes pensées. Si tout se passe bien, nous connaîtrons bientôt le bonheur d'être réunis. Nous prendrons une petite librairie en province. Il ne sera plus question de Monsieur Bill. Nous mènerons une vie tranquille, tout illuminée de notre amour. » Alors là, on a de temps en temps des zèbres comme ça qui sont dans des histoires épouvantables et qui sont tout à fait inconscients. Vous savez que la petite Valérie Subra, qui a été condamnée dernièrement par les assises de la Seine, au bout de 15 jours de tôle, elle s'étonnait de ne pas être en liberté provisoire. Donc elle était quand même le personnage qui avait monté 2 crimes atroces. Moi, j'ai connu dans mon expérience un type qui avait coupé une bonne femme en morceaux et qui avait mis ses morceaux dans une valise à la gare de l'Est. C'était dans ma cellule et il disait oh, ben, c'est la première fois, j'aurai le sursis. Alors, on est un petit peu sidéré en entendant des propos comme ça. Alors là, la lettre de Bill, bon, Bill, il est mythomane.
Il y a un moment aussi, là, dans mes papiers, où il a écrit quelque chose d'assez rigolo. C'est que il y a une affaire de mythomanie qui est très drôle, c'est qu'il balance dans une lettre, et une lettre, je ne sais plus à qui il adresse cette lettre, il dit cette phrase, il dit « Comment ne serait-on pas comme les autres? Il n'y a pas de maladie unique. Il faut être comme Chateaubriand, un parvenu de la mélancolie, pour s'imaginer qu'on est seul sur un rocher. » Il écrit ça à son juge d'instruction qui est sidéré par cette phrase. Il dit c'est pas mal, mais c'était une phrase d'Edmond Rostand que Bill avait trouvée dans un livre et qu'il avait recopié. Alors je crois que c'est Floriot, ou je ne sais qui, s'est aperçu de la supercherie, bien sûr. Alors là, pendant toute sa détention, tout d'un coup, il y aura d'un côté le Bill qui va faire le numéro du grand amour avec Nadine. Je crois qu'il a aimé vraiment cette fille. Et puis d'un autre, un type qui continue à jouer au dur. Et il le joue quand même d'une façon très sérieuse, parce que ce que je vous ai raconté, là, le petit schéma qui est derrière l'histoire, c'est-à-dire celui de gens du milieu qui l'auraient amendé, ce qui le conduit au meurtre de Dominique, eh bien, il ne le dit jamais. Justement, je vous raconte ça aujourd'hui, mais je sais par des gens que j'ai connus à ce moment-là, puisqu'au moment de l'affaire Bill, j'étais moi-même enfermé, j'étais au sanatorium pénitentiaire de Liancourt. Alors, il va avoir une attitude qui est presque une attitude d'homme, d'homme selon les critères du mi-temps, puisque il ne va pas raconter cette histoire. Il ne la racontera jamais. Ce qui aurait pu tout de même un petit peu atténuer sa responsabilité. Il a été pris dans un engrenage fatal. Il est devenu ce qu'il cherchait à être. Il s'est dit, je suis vraiment un truand, je suis un tueur. Et alors, la Paris Match, par exemple, se déchaîne. Alors, on va voir des photos absolument inouïes. Ah ben oui, on le voit avec un éclairage en dessous, on le voit avec ses lunettes. Il a toujours ses lunettes noires. Il a ses lunettes noires. Il s'est créé un personnage. Enfin, évidemment, la presse est un peu fascinée par ce genre de type, et puis le public. C'est une photo de la reconstitution du crime de la forêt de Fontainebleau. Autre photo de la reconstitution. Vous voyez, il tient bien son revolver à la main. Il n'a pas la moindre émotion. C'est vous qui avez été responsable de ça, trop paresseux pour beurrer ses tartines quand il était enfant. Georges Rapin a voulu faire du théâtre, mais il était mauvais et inutilisable. Oui, vous savez, on a reçu la visite de deux filles qui ont été avec lui au théâtre, qui sont venues nous voir à François, on les avait reçues sur la terrasse, et c'est là qu'elles nous ont raconté ça. J'étais avec Maurice Josquot, ils ont raconté la petite histoire. En somme, il a commis des crimes parce qu'il ne pouvait pas beurrer ses tartines. Oui, si l'on veut. Et on va vers le procès qui va avoir lieu en 1960. Alors c'est là où vous lisiez les Paris Match, des grandes photos. C'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Alors comme pour Petiot, comme pour les plus grands procès, on a évidemment à la défense Maître Floriot. Et puis tout le monde est là. Françoise Sagan. Et bien entendu, il y avait celui qui restera sans nul doute le plus grand chroniqueur judiciaire de notre temps, notre ami Frédéric Potcher. Terrible affaire, l'affaire Bill, une terrible affaire. Ah, je n'oublierai jamais, c'est un procès que j'ai pas oublié, j'en ai vu pas mal aux assises, surtout à cette époque-là, il y en avait beaucoup. Mais l'affaire Bill, c'était terrible, je vois encore les parents de ce garçon qui sont venus, effrayants. Le père était un homme important, c'était un homme qui avait été à un poste diplomatique, je crois, à Istanbul, il me semble. Et il s'était complètement désintéressé du destin de son fils. Enfin, il ne s'en était pas occupé du tout. C'était des gens qui avaient de l'argent. Et Bill était un garçon gentil, vous savez, un bon garçon, un bon copain, qui traînait dans les boîtes. Et puis l'affaire arrive, le crime arrive, et au procès, on a vu défiler la famille. C'était, je vous assure, moi j'ai eu une impression extrêmement pénible. Ça aussi fait vendre. Bizarrement, le coup de grâce va venir d'un journal dont on aurait pu penser qu'il avait d'autres préoccupations, le magazine Art. Avec d'abord un portrait de Bill par Buffet dans son style, et surtout un texte assez dur d'Auguste Le Breton.
Oui, cette lettre à un faux voyou par Auguste Le Breton, c'était quoi? C'était un cri du cœur? Vous étiez obligé de l'écrire ou on vous a demandé de Non, l'écrire? absolument pas. C'est Art qui m'avait demandé d'écrire un truc comme ça sur ce petit rapin, là. Et puis, bon, ben, j'ai écrit ce truc-là, quoi, comme je le sentais. D'abord, qui tue une pauvre femme, une fille comme ça, pour s'affirmer, c'était quelque chose de dégoûtant. Il paraît qu'il l'a brûlée. Elle n'était pas morte encore. Enfin, il a tout fait pour être guillotiné, quoi. Mais ce sont des gens, des individus qui ne m'intéressent pas du tout. C'est des fils de famille. Dévoyés, j'aime pas les dévoyés. Les voyous, c'est autre chose. Parce que nous, à l'époque, les voyous, on sortait des rues, de la misère. Orphelinat, sans famille, rien du tout. Est-ce que vous pourriez nous en lire un extrait de l'article, là? Bill Rapin est un truand, un homme de chez nous, selon l'expression en usage dans le milieu. À cela, je réponds de suite et sans hésitation, non. En dépit de ton rêve, en dépit de ce que tu as voulu faire croire, tu n'es qu'un dévoyé. Nuance. Tu appartiens à la race qui assomme un pauvre bouc de chauffeur de taxi pour lui prendre ses 3 ou 4 000 francs et qui peut-être tire sur une entraîneuse pour rien, pour lui faire peur, parce que l'on va jouer à l'homme. Par correction envers toi, avant d'écrire ce papier, j'ai passé quelques coups de téléphone dans mon art chez ces hommes de poids que tu voulais tant approcher. À ma question, ce petit Rapin est-il un homme de chez nous? Les réponses ont été méprisantes sans varier. Penche-Tourgus, c'est un cave, personne ne le connaît, laisse tomber. Et vois-tu, petit, depuis que j'ai reposé l'écouteur, je te plains. Je te plains pour ce que tu as cru être et que tu n'es pas, ce que tu as cru devenir et que tu n'es jamais devenu, un truand. D'abord, comprends-tu, tu appartiens à un milieu bourgeois et tu y restes bon gré mal gré, même à la santé. C'est la prison, il ne s'agit pas de sa santé, hein. Même dans ta cellule. N'est-ce pas vrai? On me dit que les voyous incarcérés là-bas te l'ont fait sentir et que tu étais un dévoyé, que tu n'avais rien de commun avec eux. Et si certains te laissent croire le contraire, c'est qu'ils visent tes colis, car tu dois en être pourvu. Ils ont raison, c'est de bonne guerre. N'oublie pas qu'ils sont issus des taudis, des terrains vagues, des centres de redressement, et que toi, tu as été torché dans le boulevard Saint-Germain, boulevard qui fournit les classes dirigeantes, les magistrats, ceux qui condamnent impitoyablement, nous, ceux des rues. Tu n'as donc aucune excuse, car toi, tu possédais tout. Un mot encore, on ne piétine pas un homme tombé. Et c'est pourquoi, oubliant la famille des victimes pour ne songer qu'à la tienne qui t'aime, je souhaite que les hommes rouges ne soient pas trop impitoyables envers toi, Bill Rapin. Le jury se retire pendant, je ne sais plus quoi, 15 ou 18 minutes, et on revient avec peine de mort, pas de circonstances atténuantes bien sûr, peine de mort pour Bill. Et Bill sera exécuté. Et il va être exécuté au mois de juillet 60. Jusqu'à la fin, il aura une attitude courageuse. Il dira, je crois, la tête tient le coup, le corps suivra. Bon, il meurt en homme. Je me trouvais à ce moment-là, moi, dans un sanatorium pénitentiaire à Liancourt, et on a entendu par la radio, on avait la radio dans le dortoir, l'annonce de l'exécution de Bill. Puis alors il y avait là quelques truands dit oh bah c'est ce cave, ce sale con, ce fou. Bon, on n'avait pas beaucoup de pitié pour lui, mais l'un d'eux a dit tout d'un coup mais attention, tout de même, il est mort en homme. Ce jour-là, j'ai entendu le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Bill, c'était ça, c'était ce que venait de dire ce type, parce que Bill aurait souhaité, je crois, qu'on dise ça, il est mort en homme. Il avait gagné véritablement le couronnement de sa carrière de tueur, de sa carrière de truand, de sa carrière d'antisocial, et il va à la guillotine un petit peu comme, vous savez, au 19e siècle, Lassner, qui est un personnage qu'on voit dans Les Enfants du Paradis, mais qui a existé, et qui, lui, magnifiait la peine de mort, et disait qu'il allait aller vers la mort comme un couronnement de sa vie. Ce n'est que de l'orgueil, et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haute. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud. Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents. D'ailleurs, je crois qu'on dit de Lassner qu'il a fait un effort pour, quand il a été sur la bascule, pour se retourner, pour voir le couteau tomber. Alors voilà, Bill finit comme il avait désiré.
Mais c'est évidemment l'exemple le plus extraordinaire qu'on puisse trouver de cette sorte de mythomane qui est amené au crime et est amené à tout sacrifier, à avoir sa vie foutue dans une histoire qui, évidemment, quand on la regarde de près, est passablement lamentable et atroce. C'est aussi en somme un exemple. Ne pas se laisser fasciner par le monde de la série noire, le monde de la violence dans les films, et peut-être par la télévision aussi d'ailleurs, parce que la télévision... Il y a la aussi, télévision maintenant. Oui, notre pain quotidien télévisuel, sur lequel Madame Michel Rudler, responsable de la police scientifique, pose un regard inquiet. Voilà, ça c'est un des très nombreux films qu'on voit à la télévision. Je ne parle pas des feuilletons américains, on va en voir, mais enfin, là on va surtout voir des films... Alors, bon... Là, les flics s'y prennent mal pour éviter les bavures, hein, je te signale, dans ce film. Non, mais le problème, il n'est pas là, cher Alphonse Boudard. Ah bon. Le problème, il est que si Georges Rapin a été influencé par quelques films de série noire, quelques scènes de violence qui aujourd'hui paraîtraient probablement très dépassées, oui. Là, vous avez vraiment, on va le voir, des scènes atroces et abominables. Vous croyez que cette ultra-violence à la télévision a augmenté le nombre de crimes? Ce que je sais, c'est que les crimes sont de plus en plus des crimes sanglants, des crimes horribles et pour pas grand-chose. Et je crois que c'est peut-être là aussi où il y a une différence, parce que quand l'individu tue pour quelque chose, avec un mobile, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il y a un mobile. Mais je crois que maintenant, c'est la violence pour la violence, c'est-à-dire on tue pour tuer. C'est-à-dire le résultat de ce que nous voyons, en fait. Exactement ce qu'on voit, c'est le plaisir de tuer. Je crois que malheureusement, ça existe, et ça existe de plus en plus. Ce qui me semble assez évident, c'est que il y a exaltation de la violence. C'est-à-dire qu'elle est montrée comme quelque chose, au fond... Non, c'est même pas banalisé, c'est mieux que banalisé. C'est inévitable. C'est quelque chose de formidable, quelque chose qui attire, de quelque chose de fascinant. Bon. Elle est très simple aussi. C'est-à-dire, on tue... Pour tuer. Comme ça, tout simplement. Alors que dans les films que je voyais dans mon enfance, quand il y avait un meurtre dans un film, ça vous faisait tout un film où l'inspecteur, à la fin, trouvait le coupable, qui était un affreux individu. Là, les gens qui tuent, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, au fond, ils sont presque interchangeables. Ça, c'est évident. Oui, c'est vrai. Les policiers, aussi bien que les truands, se tirent très, très facilement dans ces films. Est-ce que vous n'avez pas une impression d'une sorte de code moral qu'il faudrait... instituer, oui. Oui, mais comment? Je ne crois pas à l'efficacité de code moral. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, moi je crois que qu'on en montre peut-être trop de films de violence. Bon, c'est un fait certain. Mais alors, il faudrait à ce moment-là le remplacer par quelque chose qui plaise. Et je crois que le problème, le véritable problème, c'est savoir ce qui peut plaire à la place. Le célèbre commissaire Le Taillanterre a lui aussi, dans ses nombreux livres, abordé ce difficile problème. Tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On en a discuté longuement. Hein. Bon, il y a eu des tas de séminaires, de colloques, et des tas de savants, de criminologues, de sociologues, de psychologues se sont penchés sur l'étude de ce problème. Ils se sont disputés, tout ça. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Il y en a qui prétendent que les médias n'ont pas d'influence sur le comportement des humains en général, d'autres qui soutiennent le contraire. Moi, je suis de ceux qui disent que depuis que la télévision en particulier a pris autant de place dans la vie des individus dans notre société moderne, elle a nécessairement eu des influences, et surtout des influences néfastes d'ailleurs, parce que ce sont celles-là qu'on attrape plus facilement, c'est comme les habitudes, et sur le comportement des délinquants potentiels, qui ne le seraient peut-être pas devenus et qui le sont devenus parce que avoir presque mythifié sous leurs yeux, glorifié des malfaiteurs, des réussites spectaculaires, le jeune se met à rêver, ça lui paraît facile. L'argent facile et la violence. Voilà, l'argent facile par la violence. Qu'en pensent les avocats? Maître Raoul Botaille du barreau de Marseille et sa fille, Maître Sophie Botaille. Tous les délinquants sont des gens, il faut le dire, pas très intelligents, je dirais même bêtes, analphabètes en général, et fortement impressionnés, c'est vrai, par les films
et la lecture des romans noirs. Lors d'une affaire que j'avais défendue il y a quelques années, je crois 5 ou 6 ans, dans une affaire de braquage, que les jeunes gens, ils sortaient tout juste de 16 ou 17 ans, ils atteignaient à peine leur majorité, et il était saisissant de constater combien le film qu'ils avaient regardé, je crois, 5 ou 6 jours avant les faits, avec les méthodes employées, la méthodologie, les voitures, les armes, les prises d'otages, avaient été en quelque sorte à l'origine de la mise en œuvre de leurs méfaits. Ça avait été assez effrayant, justement, d'analyser de quelle manière était arrivé ce passage à l'acte. Et dans les conversations que vous pouviez avoir avec eux, est-ce qu'ils avaient compris cette mécanique, eux? Écoutez, ils l'ont tellement compris que le jeune homme que j'ai défendu a, pendant les quelques années de détention, fini ses études en prison, et qu'il est sorti de là et qu'il s'est totalement réinséré. Il est devenu maintenant professeur, c'est pour vous dire. Les aider à s'en sortir, c'est le plus important pour maître Jean-Louis Pelletier. Et là, on touche à un autre problème qui celui-là est capital, c'est celui de la réinsertion éventuelle de certains criminels. Vous avez des gens dont tout le monde désespérait, dont on disait notamment lorsqu'on était amené à requérir contre eux que tout était perdu. Et ces gens-là, parfois, ont sauvé leur tête de justesse. Ça a été un miracle. Et par la suite, ils ont donné le meilleur démenti qui soit par toute leur vie ultérieure de ce qu'on avait pu dire d'eux. Il y a des gens dont on disait qu'ils ne se redresseraient jamais, ils ne se reclasseraient jamais, et qui se sont parfaitement réinsérés. Vous savez, on peut parler d'Alphonse. Tout le monde sait qui il est. Tout le monde sait l'écrivain extraordinaire qu'il est et qu'il est devenu. Or, je suis certain que si on avait quelques échos des procès de l'époque lorsqu'il a comparu devant un tribunal correctionnel, et si on prenait ce que probablement le procureur ou l'avocat général a dit de lui, on aurait aujourd'hui la démonstration aveuglante de ce que ces éminents magistrats se sont trompés. C'est le meilleur exemple de ce qu'on peut faire de mieux en partant d'où il est parti. Donc il n'y a jamais à désespérer de personne. Georges Rapin dit « Monsieur Bill n'a pas eu cette chance ». D'autres ont suivi, jusqu'à ce que la peine de mort soit abolie à peu près partout en Europe. C'étaient des assassins d'affreux criminels, sans doute. Mais est-ce que cela pouvait justifier ça? Notre recours en grâce est rejeté. Ayez du courage.
Ça, j'ai vu. Robert Biage. J'ai vécu de près ça. C'est un souvenir abominable pour vous, non? Non, maintenant, non. Maintenant, vous savez, j'ai 62 ans. Non, de temps en temps, je pense à ça, mais le plus dur, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire souvent, et puis je le répète, le plus dur pour moi, ça a été de rêver pendant quelques 20 ans de la peine de mort, et je rêvais que je partais à la guillotine. J'ai assisté à 2 exécutions capitales. Eh bien, je ne souhaite pas, mais je pense que ces gens qui crient très haut maintenant, il faut rétablir la peine de mort, je demande que ces messieurs, s'ils sont jamais jurés, qu'ils aillent assister à l'exécution de gens qu'ils ont condamnés à mort. Et ils verront ce que c'est qu'une condamnation à mort. Et puis, il faudrait aussi se convaincre, et Maître Pelletier le sait, que la peine de mort n'est pas dissuasive. C'est la vérité. Mais on nous a donné un autre point de vue. On nous a donné un autre point de vue qui est bien pire. Et ça ne servait à rien parce que des jeunes, autres que moi, étaient en admiration devant le type qui partait à la veuve courageusement. Et ils pensaient, eux, avoir l'occasion de le faire un jour, de partir comme celui-là. Donc ça n'a jamais choqué les gens, vous savez, tout ça. C'est plutôt le contraire, d'après ce que vous dites. Oui, je pense que le milieu de dans le temps, les gens qui étaient en prison à l'époque, n'avaient pas peur de la guillotine, au contraire. C'était bien de mourir comme ça, de finir ses jours comme ça. Ah, c'est sûr, Oui. hein, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai connu des inconscients qui vivaient dans le mythe de grands criminels qui avaient été condamnés à mort et pour lesquels ça aurait pu être une espèce d'aboutissement. Ça, c'est sûr qu'elle peut exercer une espèce de fascination, incontestablement. Mais sur un plan social, elle ne sert strictement à rien. Et alors, sur un plan humain, il s'agit d'une institution, je le dis, qui est totalement dégradante. Est-ce qu'on s'imagine ce que c'est que d'assister au spectacle de quelqu'un qu'on coupe en deux? Parce que la philosophie, c'est bien beau. La philosophie, les grandes théories, etc. Mais il y a une réalité physique qu'un homme avec lequel vous êtes en train de discuter, à qui vous donnez la dernière cigarette, dans 30 secondes, on va le pousser comme un goré sur une planche, on le coupe en deux, le sang gicle partout, les bourreaux rient, hein, et la société a commandité ce véritable assassinat. Et ça, c'est intolérable, et je dis que c'est dégradant. Exact. Croyez-moi, c'était effroyable. Hein. Effroyable. Quand on a vu ça, on ne peut pas... On est écœuré d'être un homme, vous comprenez? On a honte d'avoir laissé faire une chose pareille. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les criminels doivent être libres. Moi, je reçois des lettres de protestation de gens qui me disent « Vous voulez laisser vivants tous les criminels ?» Mais pas du tout. Mais je trouve que la guillotine n'arrange rien et qu'elle ne sert surtout à rien. Et demandez ça aux Suisses du canton de Genève qui ont aboli la guillotine en 1925. Eh bien, depuis 1925, on n'a pas guillotiné une seule personne dans le canton de Genève, et la population a triplé, et la délinquance n'est pas plus grande qu'avant. Demandez ça aux Belges qui n'exécutent plus depuis 1871, et ils vous diront qu'eux aussi ont le sentiment que la guillotine ne servait à rien. C'est en fait la conclusion de notre série, n'est-ce pas? Pour vous faire parler un peu au fond de quoi? De l'horreur de ces choses-là, en fin de compte. Je veux dire, quand même, ce sont des salauds, ces gens-là, ce sont des horribles, ce sont des parasites de la société abominables. Oui, mais j'arrive pas tout à fait à les considérer de cette façon, parce que j'en ai vu certains de près, et puis je me dis que tout ça est très relatif si on considère un petit peu des saloperies énormes que la société peut faire dans d'autres circonstances. Je me demande si ceux-là ne sont pas aussi d'une certaine façon des lampistes. En tout cas, c'était les grands criminels. Et on ne peut pas les considérer avec aucune espèce de complaisance. Oui, mais on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Je ne sais qui a dit qu'il y avait un peu des circonstances atténuantes en chacun d'entre nous. Si on ne les trouve pas dans leur enfance, parce que par exemple tous ceux-là dont on vient de parler sont des gens qui sont nés dans un terrain de misère. Ceux-là, hein. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe dans le crâne d'un type? Quels sont ses antécédents psychiatriques, etc. On n'en sait rien. Il y a un mystère. Là, difficile. Alors peut-être la société va avoir le droit de réprimer, de maintenir l'ordre. Ça, c'est son droit le plus absolu.
Mais quant à juger, moi, je ne peux pas juger. Je ne les juge pas. C'est un peu aussi le mystère du crime. Bien sûr, c'est le mystère du crime. Merci Alphonse Boudard. Merci de nous avoir guidés pendant ces 5 heures sur le chemin parfois épouvantable, parfois cocasse, parfois étrange, toujours mystérieux de ces grands criminels.